Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 13 août. Les avis d'imposition commencent à arriver dans les boîtes aux lettres avec une première pour les bas salaires, la prime à l'emploi, c'est-à-dire l'argent restitué par le fisc. Pierre Chanal sera jugé en cour d'assises, c'est ce que vient de décider le juge après 20 ans d'instruction sur la disparition mystérieuse de jeunes appelés dans la région de Mourmelon. L'ancien adjudant est accusé de séquestration et meurtre avec préméditation. Violents affrontements en Cisjordanie après une incursion massive de l'armée israélienne cette nuit pendant 3 heures dans la ville palestinienne de Jénine. Un petit garçon de 9 ans est mort après avoir été attaqué par un essaim d'abeilles en Charente-Maritime. Piqué par un millier d'insectes, il est décédé à l'hôpital. La réunion annuelle des surfeurs à Lacanau en Gironde. Aujourd'hui, le trophée féminin a démarré avec 56 surfeuses en lice. Et puis cinéma de plein air à Paris avec une initiative originale, projection des films dans les lieux mêmes où ils ont été tournés. Hier soir, c'était à Bastille avec Chacun cherche son chat. Quoi de plus agréable qu'un petit snack sur le pouce quand on a la flemme de faire la cuisine et qu'on a un petit creux en vacances. Seulement voilà, certains des commerces ambulants sont souvent pas totalement sérieux et servent des produits franchement frelatés. Opération contrôle de la direction des services vétérinaires à Saint-Jean-de-Mont en Vendée avec Christophe de Valambra et Alain Darigrand. Nous allons suivre une équipe. À Saint-Jean-de-Mont, c'est la pleine période d'affluence. Les professionnels de la restauration tournent à plein régime et les vendeurs ambulants fleurissent. Contrôle des services vétérinaires ce matin et là, gros problème sur les steaks hachés. Qu'est-ce que ça donne, monsieur? La température se stabilise à 15,5 degrés. 15,5 degrés alors que théoriquement c'est 6 degrés. Monsieur, on va vous saisir les denrées. Elles ne sont pas à température, donc il y a un risque pour la santé publique. Toute la viande est saisie et pour être bien sûr qu'elle ne sera pas consommée, elle est immédiatement dénaturée avec de l'eau de javel. Quant au snack ambulant, jusqu'à nouvel ordre, il est fermé. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Je vais rien faire, je vais fermer, je vais retourner au chômage. Vous ne pouvez pas essayer de faire en sorte de rentrer dans la norme? Monsieur me dit que c'est pas possible. Je suis obligé de fermer, donc je vais fermer. Monsieur va aller se balader et moi je vais rentrer au chômage. On ne peut pas, monsieur, on ne peut pas vous laisser. Chaque été, les services vétérinaires multiplient les contrôles sanitaires sur les côtes françaises. C'est l'opération alimentation vacances. Les vendeurs ambulants, les colonies de vacances, les restaurants et même les marchés sont visités. Qu'est-ce que vous vérifiez, madame? Que le poisson est frais, que c'est propre et nous vérifions les températures de conservation. La majorité des contrôles se passent plutôt bien, mais il y a souvent quelques petites lacunes directement liées à cette saison d'été. Les risques sont plus importants dans la mesure où il fait chaud à l'extérieur et où il y a beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de monde, ce qui fait que les professionnels sont surchargés et ils risquent de négliger leurs conditions d'hygiène par manque de temps. On n'a pas toujours le temps de se laver les mains entre chaque client. Entre chaque client, d'accord, mais personne le matin, bien sûr, mais on n'a pas le temps de se laver les mains entre chaque client. La plupart du temps, un simple rappel à l'ordre ou un conseil suffit. Tant bien sûr que la santé du consommateur n'est pas mise en cause. Les contrôles de l'opération alimentation vacances se poursuivront tout l'été. Des morceaux de verre dans le céleri, c'est ce que vous risquez de trouver dans certaines boîtes de conserve fabriquées par la société BPL Légumes et distribuées dans les magasins Casino, Champion et U notamment. 35 000 boîtes sont concernées, alors si vous en avez dans vos placards, surtout, vous les jetez. Trésor, cher trésor, pour une fois le trésor public envoie à certains des avis agréables. 10 millions de personnes à faible revenu vont connaître le montant de la prime pour l'emploi qu'ils vont percevoir sous forme de ristourne ou de chèque. Explication sur les avis d'imposition qui commencent à arriver dans vos boîtes aux lettres avec Séverine Lebrun. Traditionnellement, le moment est redouté. Dans la boîte aux lettres, l'avis d'imposition est là. Mais une nouveauté cette année, certains, comme Abdel, bénéficient d'un cadeau fiscal, c'est la prime pour l'emploi. Une prime pour l'emploi de 838 francs. 838 francs, une prime instituée par Bercy pour inciter les bas salaires à garder une activité professionnelle. Mais pour Abdel, qui travaille à temps partiel, c'est un bien maigre encouragement. C'est qu'une fois dans l'année et puis je crois que c'est toute l'année qu'on devrait avoir des salaires un peu plus hauts et pas qu'une seule fois. Et donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt électoral qu'autre chose. C'est bien, quoi. Nous, on touche de l'argent, je crois pas qu'on va pas refuser.
La prime pour l'emploi varie selon la situation familiale. Par exemple, un couple avec 2 enfants peut toucher jusqu'à 3 400 francs. 10 millions de personnes sont concernées par cette mesure. Ceux qui ne paient pas d'impôts recevront un chèque du Trésor public d'ici le 15 septembre. Les autres bénéficient d'une ristourne. En Bretagne, le mouvement de grève dans les trains express régionaux pourrait avoir des conséquences importantes sur le trafic. Demain, environ 1 train sur 2 sont prévus. Renseignez-vous donc si vous devez prendre un TER auprès de la SNCF. L'adjudant Pierre Chanal ira en cour d'assises. C'est ce que vient de décider le juge d'instruction dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Après plus de 20 ans d'instruction, le parquet de Châlons-en-Champagne a requis le renvoi devant les assises de l'ancien adjudant âgé de 54 ans. Pierre Chanal, actuellement en liberté sous contrôle judiciaire, vivrait dans la région de Lyon et peut encore faire appel de son renvoi aux assises. Stéphane Bretner nous rappelle toute cette enquête. 20 ans à peine, presque des visages d'enfants. Serge, Patrick, Manuel et Pascal, tous militaires au camp de Mourmelon, faisaient du stop le long de ces routes de la Marne. À chaque départ en permission, entre 80 et 82, ils ont disparu ici l'un après l'autre, sans laisser de traces. Ces traces, Jean-Marie Tarbes les a recherchées pendant 15 ans. Cet ancien gendarme y a consacré sa carrière. À l'époque, il était bien seul à se poser des questions, et la Grande Muette portait bien son nom. Pour l'armée, un militaire qui disparaît, c'est avant tout un déserteur. Or, arrive ce 23 août 85 où le jeune Patrice Denis disparaît. Et à ce moment-là, étant donné qu'il s'agit d'un civil, et que ce civil disparaît sur ce secteur, ce fameux triangle de Mourmelon, là il n'était plus question de désertion, mais bel et bien d'une disparition inquiétante. L'affaire des disparus de Mourmelon commence, mais 5 années précieuses ont été perdues. Les enquêteurs entendent des milliers de témoins, entreprennent des fouilles sans précédent, 2 ans d'efforts et pas l'ombre d'une piste sérieuse. 30 avril 87, un autre appelé, Patrick Gage, disparaît à son tour sur cette route maudite qui mène à la gare de Mourmelon. L'été, les gendarmes font une autre découverte. Le cadavre de Trevor O'Keefe, un Irlandais en vacances, mort étranglé. 2 nouveaux noms sur la liste macabre, mais toujours pas de suspect. On ne savait pas vraiment qui on cherchait. On avait effectivement un portrait psychologique. Il pouvait s'agir d'un militaire, que ce militaire était physiquement fort, donc il était rompu à soit des arts martiaux, soit des techniques commando. Et puis on avait également émis l'hypothèse que ces disparitions étaient l'œuvre donc d'un pervers sexuel. Tout bascule le 8 août 88. Lors d'un banal contrôle routier dans cette impasse, les gendarmes s'approchent d'un minibus. À l'intérieur, un touriste hongrois ligoté. Palace Falvey vient d'être violé pendant 22 heures. Au volant, ce militaire en permission, Pierre Chanal. L'ancien para a servi pendant 9 ans à Mourmelon, au moment des disparitions. Voilà un premier vrai suspect pour Jean-Marie Tarbes. Il s'apprête à l'entendre, le combat va durer 42h30. Sans boire ni manger, Pierre Chanal ne craque pas. Faute de preuves, il ne sera condamné en 90 que pour le viol et la séquestration de Palace Falvey. Verdict, 10 ans de réclusion criminelle. Libéré en 95, l'ancien adjudant n'hésite pas, à sa sortie de prison, à faire du chantage en cas de nouvelle condamnation. Même étant innocent, je suis persuadé que je serais condamné. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. 13 ans plus tard, Pierre Chanal se retrouve devant une cour d'assises parce que la justice a enfin des preuves. Les analyses ADN révèlent que 3 des disparus sont montés dans son minibus. Leurs parents attendent maintenant, comme la famille O'Keefe, de pouvoir un jour enterrer leurs enfants. Le braqueur de Cergy-Pontoise a été mis en examen aujourd'hui pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort, séquestration et prise d'otage. Le procureur de Pontoise précise qu'il encourt la réclusion à perpétuité. Mais la justice ne croit pas à la thèse de la vengeance. Explication Agnès Gardet et Audrey Goutard. Braqueur froid ou jeune homme mu par la vengeance, tous s'interrogent sur la vraie nature d'Habib Mezaoui. Après une nuit passée à l'hôpital militaire sous étroite surveillance, procureur et juge d'instruction du tribunal de Pontoise lui ont signifié à son réveil sa mise en examen. Vol avec arme, vol avec violence ayant entraîné la mort, séquestration de personnes comme otages pour faciliter et la liste des chefs d'accusation est impressionnante. 7 au total. Pour 3 d'entre eux, Habib Mezaoui encourt la réclusion à perpétuité.
Opéré pour des fractures après sa chute hier du 3e étage du commissariat de Cergy, le jeune homme serait, selon son avocate, bien mal en point, désespéré même. Contrairement à ce qui a été dit partout, il ne s'agissait absolument pas d'une tentative de fuite. Il s'agissait d'une tentative de suicide qu'il n'a cessé de répéter tout à l'heure, aussi bien au juge d'instruction qu'au procureur de la République. Il s'en était entretenu avec moi-même. Il est très abattu, il pleure, et il regrette énormément ce qu'il a fait et surtout il ne comprend pas. Difficile de comprendre en effet ce qui a poussé Habib Mezaoui à commettre l'irréparable. Hold-up manqué ou geste vengeur contre le directeur de l'agence bancaire, son ex-patron, toujours pas de réponse. Une certitude, le malfrat est reparti sans butin après 4 heures passées dans les lieux. Derrière lui, 3 morts et 6 blessés. Ce soir, la famille du directeur de la caisse d'épargne envisage de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Et les 80 caisses d'épargne du nord de l'Île-de-France seront fermées jeudi. En hommage aux victimes du hold-up, une marche silencieuse aura lieu le jour même à Cergy-Pontoise. À Bitche, l'audition de Stéphane Kraut, suspect numéro 1 dans la mort de Karine, n'a pas apporté d'éléments décisifs. Un peu plus tôt dans la matinée, sa compagne Péroline, qui l'a accusé d'avoir violé et tué la jeune fille, a été elle aussi entendue par le juge. Il a décidé de confronter les 2 jeunes gens vendredi matin dans son bureau. Sur place, Aurélia Guillemin et Jean-Pierre Pasteur. Il est 18h quand Stéphane Kraut quitte le tribunal de Sarreguemines. Sous les cris de la foule. Son audition devant le juge aura duré 4 heures. Monsieur Kraut a raconté sa vie depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui et pour donner des pistes afin de diligenter l'enquête de personnalité, ce qui est le cas dans n'importe quel dossier ouvert pour une infraction de type criminel comme c'est actuellement le cas. Ses fréquentations, ses loisirs, mais aussi son adoption par une famille de Bitche avec laquelle il a grandi. Stéphane Kraut a dû revenir aujourd'hui sur 22 ans de vie, 12 pages résumées, désormais entre les mains du juge. Un peu plus tôt ce matin, c'est Péroline, la compagne de Stéphane Kraut, qui a été entendue. Elle qui accuse son concubin du meurtre et peut-être du viol de Karine, maintient sa version des faits. Il n'y a pas de déclaration fracassante nouvelle, il n'y a pas de rétractation non plus. Elle en reste effectivement à ses dernières déclarations. Après avoir été entendus tour à tour aujourd'hui, c'est ensemble que Stéphane Kraut et sa concubine Péroline seront présentés devant le juge à la fin de la semaine. La confrontation de leurs 2 versions semble avoir été fixée à vendredi. Pas de vacances pour le milieu. Pendant l'été, les règlements de compte continuent dans le sud-est de la France. Avant-hier, un proche de Francis le Belge est tombé dans un guet-apens dans son domicile du Var. Depuis la mort du parrain, la guerre de succession est franchement ouverte. Reportage avec Michael Darmon et Benoît Jourdan. La porte du parking se referme comme un tombeau. Jean-Jacques Maillet, 40 ans, fiché au grand banditisme, regagne son domicile de hier. Il est 5 heures du matin. Dans le sous-sol, on l'attend. Un contrat exécuté dans les règles. Criblé d'une dizaine de balles, il est abattu au volant de sa voiture. La victime était un proche de Francis le Belge, le parrain marseillais exécuté à Paris en septembre dernier. Pour les observateurs spécialisés du milieu, l'empire du Belge est à prendre et par une génération aux méthodes nouvelles. Ils travaillent en équipe. Ce sont souvent des équipes à tiroirs qui changent, qui évoluent au gré des mois et des affaires et des contrats. Braqueur un jour, tueur le lendemain. Ce qui fait qu'ils n'hésitent pas à changer, on peut dire, de couleur, de région. Beaucoup vont en Espagne et reviennent ensuite régulièrement en France. Donc ces individus ont modifié complètement le paysage. Et de façon radicale. Depuis la mort de Francis le Belge, quelques exécutions mystérieuses ont alimenté la chronique, comme celle de Bert Fargette, le frère d'un caïd du Var. À chaque fois, les hommes de main ne laissent aucune chance à la victime. Jean-Jacques, aujourd'hui retraité, a été un membre très actif du milieu marseillais. Pour lui, en fait, les méthodes n'ont guère changé. Elles ont toujours existé, je suis bien placé pour le savoir. Ça doit s'entendre à mon accent. Je fais partie des Corses de Grenoble dans les années 80. Et on a été plus souvent aux enterrements qu'aux fêtes. Sur Marseille, bon, il y avait du temps que vous arriviez, vous étiez jeune. Vous étiez pris en main par quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. Celui qui vous introduisait, qui vous disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il y avait le respect des autres, il y avait des règles à respecter.
Comme toujours dans les dossiers de grand banditisme, l'enquête de la PJ sur la mort de Maillet s'annonce difficile et certains craignent une montée en force de la guerre des clans. C'est un accident extrêmement rare, heureusement, mais qui a coûté la vie à Damien, un petit garçon de 9 ans, alors qu'il faisait du vélo sur une petite route près de Saintes en Charente-Maritime. Il a été attaqué par un essaim d'abeilles dont les ruches venaient d'être déplacées. L'été est propice aux piqûres d'insectes. Attention donc, explication avec Clara Monteil. Voici ce que peut provoquer une piqûre d'abeille sur un individu allergique. Un œdème comme sur le visage de Jonathan Vaughters lors du Tour de France. Le coureur a été contraint d'abandonner le Tour. Mais lorsqu'un essaim d'abeilles a attaqué le petit Damien, la multitude de piqûres ne lui a laissé aucune chance. Et ils sont une vingtaine par an à en mourir. Les apiculteurs, eux, se font piquer volontairement pour se créer des anticorps. Pour les non-professionnels, la première précaution est de se tenir à l'écart des ruches. Sur toutes les ruches, vous avez une porte d'entrée, donc par où les abeilles rentrent. Bon, il est évident que vous n'allez pas stationner pendant un quart d'heure devant la porte d'entrée d'une ruche. Paradoxe, selon les individus, des piqûres d'abeilles peuvent apporter une protection naturelle. Pour les venins de guêpes et d'abeilles, il faut dans l'enfance ou à l'âge adulte avoir déjà été piqué au moins une fois dans sa vie, afin que le corps développe chez certaines personnes et pas chez d'autres des anticorps que l'on appelle les IgE, qui sont les anticorps de l'allergie, et qui restent en sommeil. Mais quelle que soit la situation, en cas de piqûre, les gestes qui sauvent sont, si l'on peut, d'enlever le dard rapidement, d'approcher une source de chaleur de votre peau pour contrer le venin, puis d'appliquer de la glace pour calmer la douleur. Et si vous prenez toutes ces précautions, le goût du miel ne sera pas gâché par le moindre incident. Jean-Paul Belmondo a quitté l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Son état de santé s'améliore. La rééducation se poursuit, indique l'hôpital dans un communiqué. Il séjourne désormais dans un service de médecine cardiovasculaire et aurait, selon son entourage, pratiquement retrouvé l'usage de la parole. Tous au vert, et pas seulement les écolos. Nos gouvernants sont en vacances. À Fort-Brégançon dans le Var pour le chef de l'État, dans l'île de Ré pour le Premier ministre, ou en tournée en Afrique pour le ministre des Affaires étrangères. La plupart des ministères sont un peu assoupis dans la torpeur du mois d'août, ou presque, car certains membres de cabinet, eux, travaillent et restent en contact avec leurs ministres. Alix Bouillaguet et Aurélia Legrand. Il y a évidemment une grosse pile de courriers qui t'attendent, les plus importants, je t'en avais déjà parlé. Et il y a... Si la tenue est décontractée, les propos restent sérieux. Tous les jours, Vincent Moisselin parle avec Claude Bartolone, le ministre de la Ville. Le temps des vacances, c'est lui, le chef de cabinet, le gardien des lieux. Le ministère de la Ville est en veille. D'habitude, une cinquantaine de personnes travaillent ici. En ce moment, ils ne sont qu'une douzaine. Ça sonne beaucoup le téléphone? Pas tellement. Mais il y a quand même des appels. Le bureau de Claude Bartolone. Mais attention, si le ministre est en vacances, il n'y a pas pour autant vacances du pouvoir. Alors voilà, là il a ses petits devoirs qui l'attendent. Qui n'est pas absolument monumental comme pile, mais il a son ordinateur portable avec lui qui lui permet de se connecter à sa messagerie. Moi j'ai communiqué beaucoup par messagerie avec lui. Voilà, donc bon, sauf coup dur, quoi. Enfin, comme l'année dernière, le Concorde qui tombe, on n'était pas ministre des Transports, mais il est évident que dans un cas comme ça, le ministre des Transports, il rentre. Et dans chaque ministère, le principe est identique. Aux commandes, de hauts fonctionnaires qui règlent les affaires courantes. Même chose pour l'Élysée et Matignon. Si Jacques Chirac est à Brégançon, une dizaine de ses conseillers est restée à Paris sous la houlette du directeur de cabinet. Même dispositif concernant Lionel Jospin en vacances à l'île de Ré. Mais les vacances, même pour les hommes politiques, ont une fin. Pour eux, la rentrée ce sera le 23 août pour le premier conseil des ministres. La Cisjordanie a connu cette nuit pour la première fois une intervention massive de l'armée israélienne qui a fait une incursion de 3 heures à Jenin. D'attentats en représailles, la situation est de plus en plus tendue en Israël et dans les territoires. Sur place, une correspondance de notre envoyé spécial, Alain Chalvron. Le cycle de la violence. L'armée israélienne bombarde ce matin à la mitrailleuse lourde et au canon la localité palestinienne de Beit Jalla, toute proche de Jérusalem. Un tir nourri qui vise plusieurs maisons d'où seraient partis des tirs palestiniens quelques minutes plus tôt sur le quartier juif de Gilo.
À l'aube, effectivement, des combattants palestiniens avaient ouvert le feu sur des positions israéliennes, ripostant ainsi à leur manière à l'opération de la nuit sur Jenin, à l'autre bout de la Cisjordanie. À 1h du matin, une vingtaine de chars investissent cette ville autonome où ils détruiront 2 bâtiments de la police palestinienne. Représailles après les derniers attentats commis par des kamikazes provenant de Jenin. Quelques heures plus tard, les blindés israéliens repartiront, départ salué comme une victoire. Et pourtant sur place, devant les bâtiments détruits, les regards expriment surtout tristesse et consternation. Ainsi Sharon a-t-il fini par le faire, investir ne fût-ce que quelques heures, une ville autonome palestinienne. On voit mal comment sortir de ce cycle de violence. Après l'incursion israélienne de Jenin, les Palestiniens, naturellement, crient vengeance. Le mouvement Hamas annonce des représailles et, généralement, tient parole. Quant à la droite israélienne, elle estime que l'opération mériterait bien d'être répétée. Une première médicale au Canada. Des chercheurs ont découvert que des cellules souches prélevées sur la peau de souris pourraient permettre les mêmes expérimentations que les cellules souches embryonnaires, ce qui pourrait évidemment résoudre les problèmes éthiques que posent les recherches sur l'embryon humain. Explication avec Delphine Horviller. Soigner des malades grâce à leurs propres cellules, ces chercheurs canadiens commencent à y croire. Leur espoir vient de ces souris adultes et plus particulièrement de leur peau. C'est là qu'ont été isolées des cellules souches. Ces cellules sont capables d'évoluer vers de multiples tissus, des muscles, des nerfs ou des tissus graisseux qui pourront réparer des organes malades. On trouve ces cellules souches chez l'embryon, mais beaucoup plus rarement dans un tissu adulte. Trouver des cellules souches et qui en plus peuvent facilement évoluer vers différents tissus, voilà notre grande surprise, c'est essentiel pour nous. Tout nous pousse à croire que ces mêmes cellules existent dans la peau humaine. Si leur présence est confirmée chez l'être humain, cette découverte constituera un espoir dans le traitement de nombreuses maladies, comme le diabète ou la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Ces cellules, facilement accessibles, permettraient de traiter un malade avec ses propres tissus et donc sans risque de rejet, une nouvelle piste à explorer pour les chercheurs. Nous ne savons pas ce que ça peut donner. Il est encore trop tôt, donc nous ne devons fermer aucune porte. Autre avantage de cette découverte, elle n'exigerait pas d'expérimentation sur les embryons. En pleine controverse éthique sur ces manipulations, elle offrirait aux chercheurs une solution alternative, plus consensuelle. À première vue, c'est une gigantesque aile volante télécommandée. Mais Helios, mise au point par des chercheurs de la NASA, a aujourd'hui franchi un record en montant à près de 30 km au-dessus de notre planète. Helios pourrait servir d'alternative à certains satellites de télécommunications à moindre frais. Il coûte 30 fois moins cher. Laetitia Legendre. Une petite révolution technologique. Cette aile volante, dont l'envergure est supérieure à celle d'un Boeing 747, ne va pas plus vite au décollage qu'une bicyclette. Pourtant, elle vient de battre, après 8 heures de vol, le record du monde d'altitude, 96 500 pieds, près de 30 km. Construite en fibre de carbone, cette libellule spatiale, Helios, est propulsée par 14 hélices, dont chaque moteur ne consomme pas plus d'énergie qu'un sèche-cheveux. La NASA place dans cet appareil de gigantesques espoirs, tant scientifiques que commerciaux, suivis de catastrophes naturelles, recueil de données météorologiques ou relais de télécommunications. Helios est capable de gérer des catastrophes comme des cyclones ou des tremblements de terre. Il peut faire un nombre incroyable de choses, en agriculture par exemple, dans la pêche ou dans les récoltes. Mais l'engin gère aussi toutes sortes d'explorations et d'observations de la Terre. Commandé à distance, alimenté à l'énergie solaire, bon marché, Helios pourrait stationner de longs mois au même endroit. Beaucoup moins coûteux que les satellites qui ont besoin d'énormes lanceurs. Pour être propulsés à plus de 250 km de la Terre, il pourrait servir pour des missions d'exploration spatiale. Avec cet immense oiseau, l'homme n'a jamais été aussi près d'approcher le rêve d'Icare. Il y a 20 ans, le premier ordinateur domestique produit à l'échelle industrielle était en vente aux États-Unis. Aujourd'hui, les PC sont bien plus puissants et coûtent beaucoup moins cher. L'an dernier, 140 millions d'ordinateurs, toutes marques confondues, ont été vendus dans le monde. Reportage Peggy Leroy, Jean-Bernard Schmitt et Isabelle Bechler.
Sur la poche, l'unité centrale, sous le pouce, la souris et sur l'œil, l'écran. Dans quelques années, l'ordinateur personnel sera juste une prolongation du corps. Les PC d'aujourd'hui sont déjà très petits et plus ils rapetissent, plus ils deviennent indispensables. Que ce soit professionnel ou ludique, c'est vraiment tout le temps un PC. Les emails, ouais. J'arrive pas à concevoir son PC. Là. Et pourtant, il y a tout juste 20 ans, le PC, le personal computer, ressemblait à ça. Une machinerie complexe, lourde, dotée d'un écran plutôt tristouné. Ses inventeurs, IBM, la multinationale, et une toute petite entreprise, Microsoft, emmenée par un certain Bill Gates. Le 12 août 1981, les premiers PC sont mis en vente. Le début d'une révolution. Avant l'arrivée du PC, l'ordinateur était un truc très compliqué, un truc qui demandait une certaine compétence. Cette idée qu'un jour il deviendrait accessible à n'importe quel citoyen était un rêve partagé par de nombreuses entreprises, et le rêve est devenu réalité. Et le rêve n'a cessé de changer de visage, de multiplier ses applications. Faire du shopping, correspondre, écouter de la musique, jouer, presque tout est possible maintenant à travers l'écran des ordinateurs. 64% des foyers américains sont équipés, près de 140 millions d'appareils se vendent chaque année dans le monde. Un succès qui surprend même les pionniers. Nous pensions que cela pourrait rencontrer un certain succès, mais jamais jusqu'à ce point. Pour la première fois cette année, les ventes de PC ont reculé de 2%. Mais en 20 ans, l'ordinateur personnel a révolutionné le visage de l'informatique. Ils sont protestants, membres de l'église pentecôtiste et gens du voyage. Ils se rassemblent jusqu'au 28 août sur une ancienne base aérienne de l'OTAN à Marville, dans la Meuse. Portrait de cette communauté venue d'un peu toute l'Europe avec Jérôme Soulard et Laurent Siron. Des dizaines de caravanes qui arrivent et qui s'installent. À Marville ce week-end, ils seront plus de 30 000. Tous appartiennent à cette grande famille des Tziganes. La majorité des gens qui viennent ici, ce sont les gens du voyage, les Tziganes, car vous savez que dans le mot Tzigane, il englobe les 5 grandes familles, les 5 ethnies des gens du voyage, c'est-à-dire les Manouches, les Roms, les Sinti, les Yéniches et les Gitans. Français bien sûr, originaires d'Espagne, des pays de l'Est et d'Allemagne, ils ont en commun le goût du voyage, la famille bien sûr et la langue. Les 30 000 qui vont avoir, il y aura une partie qui comprendront les gitans, mais qui ne parlent pas. Et il y en a qui ne comprennent pas du tout. Mais la plupart ils comprennent et puis ils parlent. La plupart du groupe. Dans la grande famille tzigane, on parle donc la même langue. On défend surtout cette culture de l'accueil et du partage, quelles que soient les origines. Il n'y a pas de peau blanche, il n'y a pas de peau noire, on est tous frères ensemble, enfin. Tous frères en Christ. Hein. Le rassemblement de Dieu. Le rassemblement de Dieu. Nous, dans notre cœur, que ce soit les sédentaires vers par ici, de la France, de la Belgique, de tous les pays, ce qu'on voudrait bien, nous, hein, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, quoi. Tu comprends? C'est un message qu'on aimerait bien donner à tout le monde. Car à Marville, ce week-end, ce qui réunit cette tzigane, c'est avant tout l'amour de Jésus. Oui, Dieu est avec nous. Depuis ce miracle de Lourdes au début des années 50, la mission évangélique protestante a converti 100 000 adeptes français. Ici, on ne déplace pas des montagnes, mais chaque année dans l'Est, 10 000 caravanes sont au rendez-vous d'un gigantesque rassemblement religieux. La houle s'est levée, enfin. Les vagues se sont creusées, heureusement, et les surfeurs ont pu sortir leurs planches. Le 23e trophée de Lacanau en Gironde accueille l'élite des surfeurs mondiaux. Ce matin, c'était les filles qui s'est lancées sur les vagues. Elles ne sont que 56 inscrites pour 240 garçons. Caroline Pham et Philippe Dumail ont rencontré pour nous ces compétitrices qui, parfois, se sentent un peu lésées. Quelques silhouettes féminines dans un monde encore essentiellement masculin. Personne ne le conteste, les femmes sont en minorité, elles n'en demandent pas beaucoup, pourtant une petite place dans les vagues et dans les compétitions. Ça vous laisse le temps de choisir, il n'y a personne, donc c'est des vagues pour vous. Mais ce que je veux, c'est juste la sensation de glisse. Hop, on regarde comment on est positionné sur la planche, d'accord? On ne pense pas forcément à mettre des grosses manœuvres, je m'en fous de ça. Séance d'entraînement, Marie-Pierre Abgral, numéro 1 française, et 2 surfeuses qui entrent dans le circuit professionnel.
Elles le savent, les conditions ne sont pas toujours idéales. Moins de filles dans les compétitions, ça veut dire moins de place dans le milieu du surf en tout cas. Sur le principe, c'est quand même un sport macho parce que quand on commence à faire de la compétition, on se rend compte que du fait qu'on ne soit pas nombreuses, on passe après les garçons et à un moment donné c'est lassant, c'est décourageant et c'est dommage. Dommage, oui, surtout quand on se prépare physiquement et mentalement. Ce matin, les filles sont entrées en scène. Cet après-midi, on attendait les 8e de finale féminin. Un rapide coup d'œil, pas de doute, en fait, ce sont les garçons qui sont dans l'eau. Changement de direction, on ira un peu plus loin pour apprécier les performances des 2 meilleures françaises. Et finalement, quand le plaisir de la glisse l'emporte, elles le prennent plutôt bien. On était un petit peu préparés à passer aujourd'hui, en plus les conditions sont idéales, mais espérons qu'elles seront encore mieux demain. Plus de place, elles en auront, le surf féminin s'impose de plus en plus, la reconnaissance qu'elles attendent n'est pas bien loin. Arrivée de la 10e étape de la solitaire du Figaro, en ce moment même dans les Côtes d'Armor. Jérémy Bayou et Yann Elias sont en tête à l'arrivée de Saint-Quay-Portrieux. Ils ont pris le pari d'aller chercher le vent beaucoup plus au large et leur stratégie a été payante. Leur avance est confortable. Ils sont donc tous attendus, ces skippers de la solitaire du Figaro, dans la soirée. C'est la rentrée pour l'équipe de France de football avec l'entraînement pour le match amical face au Danemark au stade de la Beaujoire à Nantes demain. Vous voyez la composition encore provisoire de cette équipe, telle qu'elle a été prévue par le sélectionneur Roger Lemaire. C'est le premier des 9 matchs amicaux qui feront figure de préparation pour la prochaine Coupe du Monde de football l'an prochain. Reportage Julien Hérichon et Alexandre Delaval. De Turin à Madrid, de Madrid à Nantes, on croirait que Zidane est au centre du monde. Peut-on être plus populaire que cette équipe de France ? Le public nantais adule Zizou et ovationne ses bleus. Qui s'en plaindra? Nantes, c'est vrai que c'est une ville sympa, c'est une ville qui est de football. Donc les gens ici ils aiment le football et ça c'est bien. C'est bien de pouvoir jouer en plein mois d'août comme ça à Nantes. Je crois que le stade sera plein, donc c'est bien. Plus de 1500 personnes assistent à l'entraînement. Ne rien manquer du moindre geste de Zidane, ne pas rater les facéties d'Henri. C'est pour ça que les supporters sont là. Rien que pour vos bleus. C'est vraiment beau de les voir jouer, même à l'entraînement. Même les spectateurs, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, ne serait-ce que dans les passes, dans les mouvements qu'ils exécutent entre eux. Ils jouent tous très bien, ils sont tous très sympathiques, je les aime tous. 11 juin 2000, à l'Euro. Les Bleus s'imposent 3-0 face au Danemark. Demain, pour le premier match de l'année Coupe du Monde, les mêmes hommes ou presque sont de retour. Les habitués, les tauliers, les cadors, on les retrouve aux belles places. Si ces gens-là sont là, c'est que non seulement ils sont compétitifs, mais l'ingrédient principal, je pense, c'est certes le talent, mais on est dans le collectif, ne l'oublions pas. Les ingrédients sont d'ordre affectif. Quand on leur parle de la Coupe du Monde, ces bleus-là restent concentrés et motivés, éloge de la sérénité. Le cinéma au clair de lune, c'est le nom d'un festival original qui se tient en ce moment à Paris, où des projections en plein air et gratuites ont lieu dans les nombreux quartiers de la capitale qui ont servi de décor à une vingtaine de grands films. Ainsi, hier soir, dans le quartier Bastille, 1 millier de personnes assistaient à la projection de Chacun cherche son chat, le film de Cédric Klapisch, qui avait connu un grand succès en salle il y a 5 ans. Reportage Tania Watine et Ludovic Tourte. 1996, le Pause Café sert de repère à tous ceux qui cherchent leur chat. 2001, plus d'histoire de matou, mais toujours la même atmosphère, à la fois branchée et populaire, typique du quartier de la Bastille qui a inspiré Cédric Klapisch pour son film. Même ambiance, chaleureuse et conviviale, sur ce terrain de sport en plein cœur des anciens lieux de tournage. Aujourd'hui à Bastille, demain à Notre-Dame ou Montparnasse,
Il s'agit de faire voyager le spectateur dans le décor d'une vingtaine de films tournés à Paris, une sorte de tourisme audiovisuel. J'aimais bien l'idée de faire des petits tours pour Paris, pour connaître des quartiers différents et voir des films qui ont été tournés là. Et ça, c'est l'idée qui me plaît, l'idée du camion qui prend l'écran et le porte partout dans Paris. En fait, ce qui serait bien, c'est que toi, tu continues par là 2 rues et moi, je continue par là. Ce serait mieux. C'est bon, moi, je peux rester, c'est bon. Non, mais ça va plus vite. Non, bah, c'est bon, moi, ça me dérange pas. Non, mais et si on se sépare, ça va plus vite. Non, bah, à 2, c'est bon. Moi, je te... Avec l'aide des habitants du quartier, Chloé part à la recherche de son chat. Une comédie intimiste qui montre l'aspect petit village de certains coins de Paris. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que beaucoup d'acteurs étaient des gens du quartier. Donc je les ai vus, et je les vois toujours d'ailleurs, puisque j'habite toujours le quartier. Et c'est presque en voisin qu'acteurs et réalisateurs sont venus ce soir. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis de la salle, j'allais dire, du terrain, et qui sont dans les cafés qu'il y a dans le film. Quand la réalité rejoint la fiction, pour 1 millier de spectateurs qui n'a même pas déboursé 1 centime. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les 2 informations principales. Les avis d'imposition commencent à arriver dans les boîtes aux lettres avec une première pour les bas salaires, la prime à l'emploi, c'est-à-dire de l'argent restitué par le fisc. Pierre Chanal sera jugé en cour d'assises, c'est ce que vient de décider le juge d'instruction après 20 ans d'enquête sur la disparition mystérieuse de jeunes appelés dans la région de Mourmelon. L'ancien adjudant est accusé de séquestration et meurtre avec préméditation. Dans quelques instants, la météo présentée par Patrice Drevet. 20h50, cinéma Scout toujours avec Gérard Jugnot. Minuit et demi, Alexandre Cara pour le dernier journal. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Denis Baupin, maire adjoint de Paris. 13h, Antoine Cormery. Je vous retrouve demain soir à 20h. Très bonne soirée, au revoir.